Dans une petite ville enneigée, une fillette écrit une lettre au Père Noël du bureau du coin. Elle ne demande pas de jouets, mais une maison où sa mère pourrait sourire et dormir au chaud à nouveau. À l'autre bout de la ville, un dirigeant solitaire trouve cette lettre par hasard et quelque chose s'éveille en lui. Cette demande innocente ouvrira des portes verrouillées par la douleur et réunira 3 cœurs qui n'auraient jamais imaginé former une famille. Dans la semaine qui précédait Noël, Mout s'éveillait sous un manteau blanc qui transformait les rues en cartes postales silencieuses. La ville la plus froide de France revêtait sa plus belle parure d'hiver, avec le givre couvrant les vergers de pommiers et la neige accumulée sur les toits des maisons en bois qui parsemaient les collines. Le vent glacial venant du massif du Jura apportait avec lui l'odeur du bois brûlé et la promesse d'un froid encore plus vif. Les gens marchaient à la hâte, emmitouflés dans d'épais manteaux, tandis que les vitrines des magasins arboraient déjà des décorations de Noël qui contrastaient avec le gris lourd du ciel. Dans le quartier le plus excentré, où les maisons étaient plus petites et les rues moins entretenues, un petit appartement au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble abritait 2 âmes qui luttaient contre le froid de manière qui allait bien au-delà de la température. Marine n'avait que 6 ans, mais ses yeux bruns portaient une gravité qui ne correspondait pas à son âge. Assise sur le sol glacial du salon, les jambes croisées et une fine couverture sur les épaules, elle tenait un crayon rouge entre ses petits doigts et écrivait avec la concentration de quelqu'un exécutant une mission importante. La lettre qui prenait forme sur le papier froissé ne demandait ni poupée, ni vélo, ni jeu vidéo. Marine écrivait lentement, formant chaque lettre avec soin, la langue tirée en signe de concentration. Cher Père Noël du bureau du coin. Elle avait vu ce bâtiment quelquefois en accompagnant sa mère à l'arrêt de bus. Il était différent des autres, plus haut, avec des vitres qui reflétèrent le ciel et une porte-tambour qui semblait sortie d'un film. Marine était certaine que si le Père Noël existait vraiment et travaillait quelque part, ce ne pouvait être que là. Un endroit où les gens portaient de beaux vêtements et d'importants porte-documents. Un endroit où les vraies choses se passaient. « Je ne veux pas de jouets cette année », écrivit-elle d'une écriture tremblante. « Je veux que maman arrête de pleurer quand elle croit que je dors. Je veux une maison où le chauffage fonctionne et où elle n'a pas besoin de mettre 3 couvertures. Je veux que ses pieds redeviennent chauds et qu'elle sourie comme elle souriait avant, quand on habitait dans l'autre ville. » Marine s'arrêta un instant, se mordant la lèvre inférieure tout en réfléchissant à ce qu'elle pourrait ajouter. Le bruit de la clé tournant dans la serrure lui fit lever les yeux. Rapidement, elle plia la lettre et la cacha sous la couverture, reportant son attention sur le cahier de dessin qui se trouvait à côté. Béatrice entra dans l'appartement, apportant avec elle une odeur de pain frais et de fatigue. À 32 ans, elle semblait porter le poids d'une vie entière sur ses épaules voûtées et dans ses cernes profonds. L'uniforme blanc de la boulangerie où elle travaillait était taché de farine, et ses cheveux bruns, attachés en un chignon défait, laissaient échapper des mèches qui encadraient son visage pâle. Elle sourit en voyant sa fille, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire que Marine avait déjà appris à reconnaître comme celui que font les adultes quand ils veulent cacher leur tristesse. « Salut, mon amour, tu dessinais ?» La voix de Béatrice était douce mais lasse. Marine hocha la tête, serrant plus fort sa couverture. « J'ai dessiné nous à la plage, tu te souviens? Quand on y est allé l'été dernier. »« Oui, je me souviens, ma chérie. C'était une belle journée. » Béatrice s'accroupit à côté de la fillette et lui embrassa le sommet de la tête. « Je vais préparer le dîner, d'accord? Aujourd'hui, j'ai pu rapporter quelques petits pains qui restaient. » Tandis que sa mère s'affairait dans la minuscule cuisine, Marine attendit le bon moment. Lorsque Béatrice entra dans la salle de bain pour prendre sa douche, la fillette prit la lettre, la glissa dans une enveloppe qu'elle avait gardée d'une vieille facture et écrivit au recto de sa plus belle écriture. Pour le Père Noël du bureau du coin. Elle ne connaissait pas l'adresse exacte, mais elle était sûre que, si elle la mettait dans la boîte aux lettres de ce grand immeuble, la lettre arriverait à la bonne destination. Le lendemain, pendant que Béatrice travaillait le matin, la voisine qui s'occupait de Marine l'emmena se promener jusqu'à la place centrale. La fillette demanda à passer devant l'immeuble de verre, et lorsque la voisine fut distraite par une conversation avec une connaissance, Marine s'approcha de l'entrée. Il y avait une boîte aux lettres bleues à côté de la porte-tambour, avec l'inscription « Correspondance commerciale ».
Pour la fillette, c'était la confirmation qu'elle était au bon endroit. Le cœur battant, à tout rompre, elle glissa la lettre dans la fente et murmura une prière silencieuse avant de retourner en courant près de la voisine. De l'autre côté de la ville, au dernier étage de ce même immeuble, Alexandre Delacroix observait le paysage enneigé à travers la fenêtre de son bureau. À 43 ans, il avait bâti un empire dans le domaine des vignobles et du tourisme rural, faisant de Mout une référence nationale. Son entreprise exportait des vins primés et organisait des expériences touristiques qui attiraient des visiteurs de tout le pays. Mais tout ce succès avait un prix qu'il payait en silence et en solitude. 3 ans plus tôt, Julie était partie. Pas de manière soudaine, mais après des mois de lutte contre une maladie qui avait consumé non seulement son corps, mais aussi les rêves qu'ils avaient construits ensemble. Alexandre se souvenait encore de la dernière fois qu'il l'avait vue sourire, une semaine avant son départ. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, tenant dans ses mains un petit pull jaune qu'elle avait tricoté. C'était pour la fille qu'il n'avait jamais pu adopter. Ils avaient entamé la procédure 2 ans avant le diagnostic, avaient visité des foyers, rempli des formulaires, rêvé de chambres décorées et de petits déjeuners bruyants. Mais la maladie avait tout interrompu. « Promets-moi que tu continueras », avait murmuré Julie ce jour-là, lui serrant la main avec force. « Promets-moi que tu ne renonceras pas à vivre. » Alexandre avait promis. Mais promettre et tenir sa promesse étaient 2 choses différentes. Depuis, il s'était réfugié dans le travail, transformant son bureau en sa seule véritable maison. Il dînait seul dans des restaurants chers, dormait peu et évitait toute situation qui pourrait éveiller des sentiments qu'il avait enfermés à double tour. Le pull jaune restait rangé dans un tiroir, de la commode de la chambre, avec des albums photos et des lettres qu'il n'avait pas le courage d'ouvrir. « Alexandre, j'ai apporté le courrier arrivé aujourd'hui. » La voix de Sylvie, son assistante depuis plus de 10 ans, le tira de ses pensées. Elle entra dans le bureau en portant une pile d'enveloppes et de documents. Il y a beaucoup de choses. Cette boîte aux lettres à l'entrée reçoit des lettres par erreur. Je pense que les gens la confondent avec la poste. Vous pouvez laisser ça sur la table. J'y jetterai un œil plus tard. Alexandre reporta son attention sur le tableur de son ordinateur, mais Sylvie ne partit pas immédiatement. Il y a une lettre différente ici. On dirait celle d'un enfant. Elle posa une enveloppe froissée sur le dessus de la pile avec une écriture enfantine au recto. Alexandre prit l'enveloppe sans grand intérêt, mais lorsque ses doigts touchèrent le papier fin et qu'il vit l'écriture tremblante, quelque chose en lui remua. Il l'ouvrit lentement, retirant la feuille pliée. À mesure qu'il lisait les mots écrits au crayon rouge, le bruit du bureau environnant s'estompa. La voix de la fillette jaillissait du papier avec une sincérité qui transperça toutes les défenses qu'il avait érigées. Il lut une fois, puis il relut, et encore une fois. Chaque mot était un coup doux porté à son armure émotionnelle. La simplicité de la demande, la pureté de l'inquiétude de cet enfant pour sa mère, la croyance sincère que le Père Noël pouvait arranger les choses. Alexandre sentit un serrement dans la poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ses yeux le piquèrent, et il dut cligner plusieurs fois avant de réussir à contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « Sylvie !» Il rappela son assistante, la voix rauque. « J'ai besoin que vous découvriez qui a envoyé cette lettre. Il y a un nom de rue ici en bas, rue des Hortensias. Voyez si vous pouvez trouver une information. » Sylvie prit la lettre, la lut rapidement, et ses yeux se remplirent également de larmes. « Je vais découvrir ça, Alexandre. Comptez sur moi. » Cela prit 2 jours. Sylvie était efficace et discrète. Elle découvrit que l'adresse correspondait à un ensemble d'appartements anciens dans le quartier ouvrier. Grâce à des conversations avec des commerçants locaux et quelques appels téléphoniques stratégiques, elle identifia une femme nommée Béatrice qui travaillait à la boulangerie Saint-Joseph et qui avait une petite fille nommée Marine. La description correspondait. Mère célibataire venue d'une autre ville, traversant des difficultés financières, mais travailleuse et honnête. Lorsque Sylvie lui remit les informations, Alexandre resta silencieux pendant de longues minutes. Il savait que la chose rationnelle à faire serait d'envoyer un don anonyme, peut-être par l'intermédiaire d'une organisation caritative. Mais quelque chose de plus fort que la raison le poussait. Il devait voir qui avait écrit cette lettre. Il devait regarder dans les yeux cette fillette qui croyait encore au Père Noël et au miracle. L'après-midi suivant, Alexandre gara sa
Voiture discrète à quelques rues de l'adresse et marcha jusqu'au vieil immeuble. La neige avait fait une trêve, mais le froid restait intense. Il monta les quelques marches jusqu'à la porte en bois délavé et frappa 3 fois, le cœur battant d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis longtemps. Béatrice ouvrit la porte avec prudence, tenant une cuillère en bois à la main. Son visage montra sa surprise en voyant un homme bien habillé se tenant là. « Oui ?» Alexandre déglutit. « Bonjour, je m'appelle Alexandre Delacroix. J'ai reçu une lettre. Une lettre très spéciale. » Il sortit l'enveloppe de la poche intérieure de son manteau. « Je pense que c'est votre fille qui l'a écrite. » Avant que Béatrice ne puisse répondre, une voix aiguë vint de l'intérieur de l'appartement. « Maman !»« C'est qui ?» Marine apparut derrière sa mère, vêtue d'un pyjama en flanelle rose et de chaussettes épaisses. Lorsque ses yeux se posèrent sur Alexandre, puis sur la lettre dans ses mains, son visage tout entier s'illumina. « Tu es le Père Noël du bureau du coin. » Elle le dit avec une telle certitude et une telle joie qu'Alexandre sentit à nouveau sa poitrine se serrer. Béatrice regarda sa fille, puis Alexandre et enfin la lettre. Son visage devint rouge. « Marine, qu'est-ce que tu as fait ?» La fillette ne montra aucun regret. « J'ai écrit une lettre, maman, comme tu as dit que je pouvais le faire. Et je l'ai mise dans la boîte aux lettres du bel immeuble, parce que le Père Noël habite dans des endroits importants. » Alexandre s'accroupit à la hauteur de la fillette, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait plus cacher. « Tu as écrit une très belle lettre, Marine, et tu sais ce qui arrive aux lettres. Spéciales comme la tienne, elles arrivent toujours au bon endroit. » Marine sourit, révélant un petit trou là où il manquait une dent. « Alors tu vas aider maman. » Béatrice, toujours sur le seuil, semblait partagée entre la honte et la méfiance. « Écoutez, monsieur Delacroix, je ne sais pas ce que ma fille a écrit, mais nous n'avons pas besoin de charité. On se débrouille comme on peut. » Alexandre se releva, faisant face à la femme. « Je comprends. Et je ne suis pas venu ici pour faire la charité. Je suis venu parce que votre fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. » Il prit une profonde inspiration. « Puis-je entrer ? Juste pour quelques minutes. Je promets que je vais tout expliquer. » Béatrice hésita, mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme. Une sincérité qu'elle reconnaissait, une douleur qu'elle connaissait aussi. Lentement, elle ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. L'appartement était petit et simple, mais propre et bien rangé. Alexandre remarqua le radiateur cassé dans un coin, les couvertures empilées sur le canapé, les factures sur la petite table basse. Marine l'observait avec des yeux curieux, comme si elle se trouvait devant une figure magique sortie d'un conte de fées. Alexandre s'assit sur la chaise que Béatrice lui offrit et pour la première fois en 3 ans, il se mit à parler de Julie, du pull jaune, des rêves interrompus, de la solitude qui le consumait, et de la façon dont cette simple lettre avait brisé quelque chose en lui, quelque chose qui avait besoin d'être brisé pour qu'il puisse à nouveau ressentir. Béatrice écouta en silence, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Marine s'approcha et posa sa petite main sur celle d'Alexandre. « Tu es un Père Noël triste, mais on peut t'aider aussi. » Et à ce moment-là, dans un appartement froid d'un quartier oublié de Mout, 3 âmes solitaires trouvèrent une étincelle de quelque chose qu'elles avaient toutes perdu, l'espoir. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Alexandre quitta cet appartement transformé. Ce n'était pas une transformation visible ou qui pouvait s'expliquer par des mots simples, mais quelque chose de profond qui se produisait par couches comme la neige qui s'accumule flocon par flocon jusqu'à couvrir complètement le paysage. Sur le chemin du retour, il conduisit en silence, les mots de Marine résonnant dans son esprit. « Tu es un Père Noël triste. » La simplicité brutale de cette observation avait touché un endroit qu'il gardait fermé depuis si longtemps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le départ de Julie, Alexandre ouvrit le tiroir où il gardait le pull jaune. Ses mains tremblèrent en touchant la laine douce et il laissa les larmes venir. Il pleura pour l'épouse qu'il avait perdue, pour la fille qu'il n'avait jamais connue, pour les années qu'il avait gaspillées à se cacher derrière des tableurs et des réunions. Mais il pleura aussi parce que, dans ce petit appartement froid,
Il avait senti quelque chose renaître, une étincelle, une possibilité. Les jours suivants, Alexandre ne pouvait cesser de penser à Marine et Béatrice. Sylvie remarqua le changement chez son patron. Il était plus distrait, regardait plus souvent par la fenêtre, et il y avait une nouvelle agitation dans ses mouvements. Le matin du 3e jour après leur rencontre, il l'appela dans son bureau. « Sylvie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose, pour moi. » Alexandre lui tendit une liste manuscrite. Elle était longue et détaillée. « Je veux que tout cela soit organisé discrètement, rien qui puisse paraître ostentatoire ou qui puisse mettre quelqu'un mal à l'aise. » Sylvie lut la liste et sourit. Ses yeux brillaient d'une joie sincère. « Enfin, Alexandre, enfin vous revenez. » Il ne répondit pas, mais le petit sourire qui apparut sur ses lèvres disait tout. Pendant ce temps, dans l'appartement de la rue des Hortensias, Béatrice essayait de digérer ce qui s'était passé. La visite de cet homme l'avait laissée confuse et inquiète. Elle était habituée à se battre seule, à ne dépendre de personne, à ériger des murs pour se protéger, elle et sa fille. Mais Alexandre ne ressemblait pas à ces hommes qui offrent leur aide en attendant quelque chose en retour. Il y avait une véritable douleur dans ses yeux, une douleur qu'elle reconnaissait car elle portait aussi la sienne. Marine, de son côté, était radieuse. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre que le Père Noël avait visité sa maison. La voisine qui s'occupait d'elle pendant la journée écoutait ces histoires avec un mélange d'amusement et d'inquiétude, conseillant à Béatrice d'être prudente. « Tu ne connais pas cet homme, Béa. Il peut sembler sincère, mais de nos jours, on ne sait jamais. » Béatrice savait que sa voisine avait raison de s'inquiéter, mais quelque chose en elle, une intuition à laquelle elle avait appris à faire confiance au fil des ans, lui disait qu'Alexandre était différent. Néanmoins, elle restait sur ses gardes, protégeant son cœur et celui de sa fille. 4 jours avant Noël, lorsque Béatrice rentra chez elle après son service de l'après-midi à la boulangerie, elle trouva Sylvie qui l'attendait devant la porte de l'immeuble. L'assistante d'Alexandre était élégante dans son manteau de laine, gris mais son sourire était chaleureux et sincère. « Béatrice, je suis Sylvie, l'assistante d'Alexandre Delacroix. Il m'a demandé de venir vous parler. Vous avez quelques minutes ?» Béatrice invita Sylvie à entrer, le cœur battant la chamade. Marine était chez la voisine, ce qui leur permettait de parler en privé. Les 2 femmes s'assirent à la petite table de la cuisine et Sylvie alla droit au but. « Alexandre ne voulait pas que je vienne sans vous prévenir, mais j'ai pensé qu'il valait mieux parler en personne. » Elle posa une enveloppe sur la table. « Il a une proposition. Ce n'est pas de la charité, et vous comprendrez quand je vous aurai expliqué. » Béatrice ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la propre main d'Alexandre. Elle la lut en silence, et à mesure que les mots prenaient forme dans son esprit, elle ressentit un mélange d'émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. La lettre expliquait qu'Alexandre possédait une propriété dans les environs de Mout, une ancienne ferme qui avait été rénovée et abritait maintenant un vignoble et quelques bâtiments annexes. Parmi eux, il y avait une maison d'amis à l'arrière, petite mais confortable, qui était vide depuis que l'ancien gardien avait pris sa retraite. Alexandre proposait que Béatrice et Marine y séjournent jusqu'à Noël, ou aussi longtemps qu'elles en auraient besoin. En échange, il demandait seulement que Béatrice s'occupe de la maison principale quelques fois par semaine, cuisiner, ranger, redonner vie à cet espace devenu froid et vide. « Ce n'est pas de la charité, » disait la lettre. « C'est un échange juste. Vous me donneriez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La chance d'avoir une maison qui ressemble à nouveau à un foyer. » Béatrice leva les yeux, qui étaient humides. « Pourquoi fait-il ça ?» Sylvie prit la main de Béatrice sur la table, parce que la lettre de Marine l'a touchée d'une manière que rien d'autre n'a réussi à faire en 3 ans, et parce qu'il reconnaît en vous quelque chose qu'il a lui-même perdu, le courage, la détermination, la force de continuer même quand tout semble impossible. Béatrice resta silencieuse un long moment. Une partie d'elle voulait refuser, garder son indépendance, ne pas se mettre dans une position de vulnérabilité. Mais une autre partie, celle qui était fatiguée de se battre seule, qui voulait voir sa fille grandir dans un endroit chauffé et sûr, lui murmurait qu'il était acceptable d'accepter de l'aide, que cela ne la rendait pas faible. « Je peux y réfléchir jusqu'à demain ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr. » Sylvie sourit. « Alexandre a dit que vous deviez prendre tout le temps nécessaire. Mais, Béatrice, puis-je dire une chose ?
En tant que personne qui connaît cet homme depuis 10 ans, je peux vous garantir qu'il est sincère, et je pense que vous deux pourriez être exactement ce dont il a besoin pour recommencer à vivre. » Cette nuit-là, après que Marine se fut endormie, Béatrice resta éveillée, regardant par la fenêtre le ciel sombre. Quelques flocons de neige recommençaient à tomber, dansant dans la lumière jaune des lampadaires. Elle pensa à toutes les années de lutte, à toutes les fois où elle avait affiché un sourire, même quand elle voulait s'effondrer. Elle pensa au père de Marine, parti avant même la naissance de la fillette, ne laissant que des promesses vides. Elle pensa à la petite ville de la campagne normande d'où elle venait, où les opportunités étaient encore plus rares qu'à Mout. Et elle pensa à cet homme aux yeux tristes qui était apparu, à sa porte, portant la lettre de sa fille comme si c'était un trésor. Le lendemain matin, Béatrice appela le numéro que Sylvie avait laissé. « J'accepte la proposition, mais à une condition. Je veux travailler pour de vrai. Je ne veux pas me sentir comme une bénéficiaire de la charité. » La voix d'Alexandre à l'autre bout du fil sembla soulagée. « Vous avez ma parole, Béatrice. Et merci, merci de me donner cette chance. » Le déménagement se fit rapidement. Le lendemain, un samedi froid mais ensoleillé, Alexandre arriva avec un pick-up pour chercher Béatrice et Marine. La fillette était si excitée qu'elle tenait à peine en place, sautillant d'un pied sur l'autre, pendant que sa mère organisait les quelques valises qu'elle possédait. Le trajet jusqu'à la propriété dura une vingtaine de minutes. Ils quittèrent le centre de Mout et montèrent par des routes sinueuses qui traversaient des vergers de pommiers et des vignobles couverts de neige. Marine ne cessait de poser des questions. « Il y a des animaux ? Il y a un sapin de Noël ? La maison est grande ?» Alexandre répondait à chacune avec patience et Béatrice remarquait comment il souriait sincèrement lorsqu'il interagissait avec sa fille. C'était un sourire différent de celui, poli, qu'il affichait en la regardant elle. Avec Marine, il semblait plus léger, plus vrai. Quand ils arrivèrent, Béatrice retint son souffle. La propriété était plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. La maison principale était une bâtisse de 2 étages de style colonial, avec des murs blancs et des fenêtres en bois sombre. Autour, il y avait un jardin qui, même sous la neige, montrait qu'il avait été bien entretenu en d'autres saisons. Un peu à l'écart, reliée par un chemin de pierre, se trouvait la maison d'amis. Elle était plus petite, mais charmante, avec une véranda couverte et une cheminée qui promettait de la chaleur. Alexandre les conduisit d'abord à la maison d'amis. Il ouvrit la porte et les laissa entrer les premières. Béatrice retint une exclamation. L'intérieur était impeccable. Un salon avec une cheminée, une cuisine américaine équipée, une chambre avec un lit double et une autre plus petite avec un lit simple qui avait déjà des draps à pois colorés. Tout était propre, rangé, et il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table. « Sylvie m'a aidé à tout préparer, » dit Alexandre, les mains dans les poches. « J'espère que ça vous plaira. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la maison principale est juste là. Vous pouvez m'appeler à tout moment. » Marine avait déjà couru dans la plus petite chambre, criant de joie. « Maman, il y a une fenêtre qui donne sur la montagne, et il y a un ourson sur le lit. » Béatrice se tourna vers Alexandre, les yeux brillants. « Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. »« Vous n'avez rien à dire. » Il soutint son regard un instant qui parut s'étirer. « Soyez les bienvenus. » Les jours suivants, une routine délicate commença à s'installer. Béatrice se levait tôt et se rendait à la maison principale, où elle préparait le petit déjeuner pour Alexandre avant qu'il ne parte travailler. Elle découvrit qu'il aimait le pain grillé avec du beurre, le café fort et les fruits frais. L'après-midi, elle rangeait les pièces, faisait la lessive et préparait des dîners qu'elle laissait au chaud pour son retour. Marine l'accompagnait souvent, explorant chaque recoin de la propriété avec la curiosité insatiable d'une enfant. Alexandre, de son côté, commença à rentrer plus tôt à la maison. Lui qui avait l'habitude de travailler tard, au bureau se surprenait maintenant à être impatient de rentrer. Pas seulement pour le repas chaud qu'il attendait, mais pour les petits changements qu'il commençait à remarquer. Des fleurs fraîches dans le hall d'entrée, une musique douce jouant dans la cuisine, le son des rires venant du jardin. La maison se réveillait d'un long et silencieux sommeil. Un après-midi, alors que Béatrice préparait des biscuits au gingembre dans la cuisine de la maison principale, Alexandre arriva plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant la scène. Marine était assise sur le comptoir, les jambes se balançant,
léchant de la pâte crue sur une cuillère, pendant que Béatrice riait et faisait semblant de la gronder. La lumière du soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, les illuminant toutes les deux dans un tableau si parfait qu'Alexandre sentit sa poitrine se serrer. « Vous êtes rentré tôt aujourd'hui », dit Béatrice en remarquant sa présence, s'essuyant les mains sur son tablier. « J'ai fini mes réunions plus vite. » Alexandre entra dans la cuisine, se sentant à la fois comme un intrus et complètement chez lui. « Vous faites des biscuits ?»« Des biscuits au gingembre », annonça fièrement Marine. « Maman, fait les meilleurs du monde. » Alexandre s'approcha, prit un biscuit encore tiède sur la plaque et croqua dedans. La saveur explosa dans sa bouche, ramenant des souvenirs de Noëls anciens, d'enfance, de temps plus simples. « C'est délicieux, Béatrice, vraiment. » Elle rougit légèrement. « C'était la recette de ma grand-mère. Elle en faisait pour moi quand j'étais petite. » À ce moment-là, Alexandre prit une décision. « Vous avez des projets pour demain après-midi » Béatrice secoua la tête. « Pourquoi ?»« Je voulais montrer quelque chose à Marine. Et à vous aussi. C'est une surprise. » Marine tapa dans ses mains excitées. « J'adore les surprises. » Le lendemain, un dimanche ensoleillé malgré le froid intense, Alexandre les emmena en ville. Ils se garèrent devant un vieil immeuble du centre historique de Mout, une construction de 2 étages avec une façade qui avait besoin de réparation, mais qui avait un charme nostalgique. Une pancarte « à louer » était accrochée à la vitrine. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Béatrice intriguée. Alexandre sourit. « Vous vous souvenez quand nous avons parlé de rêve, cette première nuit où nous nous sommes rencontrés? Vous m'avez dit que votre rêve était d'avoir votre propre boulangerie, un endroit chaleureux, avec un auvent jaune et le menu écrit à la craie sur un mur. » Béatrice resta figée. « Oui, mais je n'ai jamais pensé que ce serait possible. C'était juste un rêve. » Alexandre sortit une clé de sa poche. « Et si ça n'avait pas besoin de rester un rêve? Cet immeuble est disponible. Il est bien situé, il y a un bon espace, et avec quelques rénovations, il pourrait être exactement ce que vous avez imaginé. » Béatrice regarda l'immeuble, puis Alexandre, et de nouveau l'immeuble. « Alexandre, je ne peux pas accepter ça. C'est trop, c'est beaucoup trop. »« Je ne vous le donne pas, dit-il doucement. Je vous propose un partenariat. Vous apportez le talent, le travail, le dévouement. J'apporte l'investissement initial. Nous partageons les bénéfices. C'est une affaire, Béatrice. Une affaire juste. Mais et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et si ça marche? Contre-argumenta Alexandre. Et si vous créez quelque chose de merveilleux? Quelque chose qui apportera de la joie non seulement à vous et à Marine, mais à toute la ville? Béatrice sentit les larmes couler sur son visage. Pendant des années, elle avait enterré ce rêve, convaincue qu'il était impossible, qu'il était insensé d'imaginer quelque chose de plus grand. Et maintenant, cet homme, presque un étranger, lui offrait non seulement de l'aide, mais sa confiance en elle, en ses capacités. Marine tira la main de sa mère. « On entre, maman. Je veux voir comment sera notre boulangerie. » Et alors, le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes, Béatrice accepta la clé. Ils entrèrent dans le bâtiment vide, et tandis que Marine courait en explorant chaque recoin, Béatrice et Alexandre marchèrent lentement à travers l'espace. Elle montrait où seraient les tables, le comptoir en verre pour les pains, le grand four, la machine à café. Alexandre écoutait attentivement, prenant des notes mentales, observant comment ses yeux brillaient d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et à ce moment-là, au milieu de la poussière et du silence du bâtiment abandonné, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de la compassion. C'était une connexion. C'était la reconnaissance de 2 âmes qui avaient perdu leur chemin et qui, petit à petit, se retrouvaient non seulement elles-mêmes, mais l'une l'autre. Les semaines qui suivirent furent d'une intensité silencieuse et transformatrice. Mout se préparait pour Noël avec des lumières dans les rues et des décorations dans les vitrines, mais à l'intérieur de cette propriété sur les collines, quelque chose de bien plus profond se produisait. Béatrice et Marine n'étaient plus seulement des invités temporaires. Elles étaient devenues partie intégrante de cet endroit, remplissant les espaces vides de rire, de conversation et d'une présence dont Alexandre ne savait pas à quel point elle lui avait manqué. Béatrice se réveillait chaque matin avec un but renouvelé.
En préparant le petit déjeuner dans la maison principale, elle se surprenait à fredonner de vieilles chansons, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Marine, de son côté, avait transformé Alexandre en son compagnon d'aventure. Chaque après-midi, quand il rentrait du travail, elle l'attendait sur la véranda avec une nouveauté à lui montrer. Un nouveau dessin, un caillou intéressant qu'elle avait trouvé, ou simplement une histoire sur sa journée. Alexandre, qui avait passé 3 ans à éviter les liens émotionnels, se découvrait complètement conquis par cette fillette. Il lui parlait des vignes, lui expliquait comment le vin était fait, lui racontait des histoires sur les premiers colons de la région. Marine absorbait tout avec une curiosité insatiable, et Alexandre se voyait redécouvrir le plaisir d'enseigner, de partager ses connaissances, de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Mais c'est avec Béatrice que les changements les plus subtils et significatifs se produisaient. Ils commencèrent à dîner ensemble, tous les 3, à la grande table de la cuisine de la maison principale. Au début, les conversations étaient polies et superficielles. Mais peu à peu, les couches furent retirées. Béatrice raconta son enfance dans la campagne normande, sa mère qui avait élevé seule 4 enfants en Pendy-Sunset, travaillant comme couturière, les rêves qu'elle avait gardés dans une boîte imaginaire lorsque la réalité de la vie était devenue trop lourde. Alexandre, à son tour, commença à parler de Julie, non plus avec la douleur paralysante d'avant, mais avec une tristesse douce et une acceptation. Il montra des photos d'elle à Béatrice, raconta comment ils s'étaient rencontrés, les projets qu'ils avaient faits, et une nuit particulièrement froide, alors que Marine dormait déjà et qu'ils discutaient à la lueur de la cheminée, il lui montra enfin le pull jaune. « C'était pour la fille que nous avons failli avoir, » dit-il, tenant le vêtement avec soin. « Julie l'a tricoté dans les derniers mois avant de tomber très malade. Elle m'a fait promettre que je ne renoncerais pas à vivre. Mais j'ai rompu cette promesse, jusqu'à ce que vous apparaissiez toutes les 2. » Béatrice toucha doucement le pull, sentant la texture de la laine et l'amour qui avait été tissé dans chaque maille. « Elle n'aurait pas renoncé à vous, Alexandre, et je pense qu'elle vous a envoyé Marine, d'une certaine manière. »« Vous croyez à ça ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur le feu. « Je crois que les bonnes personnes apparaissent dans nos vies quand nous en avons le plus besoin, et que le véritable amour ne meurt jamais complètement. Il se transforme, continue, trouve de nouveaux chemins. » Béatrice fit une pause. « Julie vous a beaucoup aimé, et je pense qu'elle veut que vous soyez à nouveau heureux. » Alexandre se tourna alors vers elle, la regardant vraiment pour la première fois depuis le début de cette conversation. Dans la lueur des flammes de la cheminée, il vit non seulement la femme fatiguée qui avait ouvert la porte ce premier jour, mais quelqu'un de fort, de résilient, de beau dans son authenticité. Et il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il était certain d'avoir vu mourir avec Julie. Les jours suivants, les changements sur la propriété s'accélérèrent. Alexandre engagea une équipe pour commencer les rénovations du bâtiment de la future boulangerie. Béatrice s'y rendait tous les jours pour suivre les progrès, prenant des notes, choisissant des couleurs, planifiant chaque détail. Alexandre l'accompagnait dès qu'il le pouvait, impressionné par sa vision et sa détermination. Elle ne voulait pas seulement une boulangerie, elle voulait créer un espace accueillant où les gens se sentiraient chez eux. « Je veux que lorsque quelqu'un entrera ici, il sente l'odeur du pain frais et se souvienne de la maison de sa grand-mère, expliqua-t-elle un jour, debout au milieu de l'espace vide. Je veux que ce soit un endroit où les mères puissent venir prendre un café pendant que les enfants jouent dans le coin que je vais aménager là-bas. Un endroit qui soit plus qu'un commerce, qui soit une communauté. » Alexandre observait ses yeux briller tandis qu'elle parlait, et il se rendit compte de quelque chose. Il n'aidait plus seulement par compassion ou à cause de la lettre de Marine. Il le faisait parce qu'il croyait en elle, parce qu'il voulait la voir briller, parce que l'idée de se réveiller chaque jour et de ne pas la voir là, de ne pas entendre sa voix, de ne pas sentir sa présence, était devenue insupportable. Une semaine avant Noël, une forte tempête de neige frappa Mout. Ce fut l'une de ces tempêtes qui transforment complètement le paysage, couvrant tout d'une épaisse couche de blanc et forçant les gens à rester chez eux. Les routes devinrent impraticables, l'électricité fut coupée dans certains quartiers, et la ville entière sembla entrer dans un état de suspension. Sur la propriété, Alexandre alluma la cheminée de la maison principale et invita Béatrice et Marine à rester là pendant que la tempête passait. La maison d'amis était chauffée, mais il ne voulait pas qu'elle reste seule.
Ou peut-être, s'il était honnête avec lui-même, il ne voulait pas rester seul. Ils passèrent la journée à préparer le dîner ensemble. Marine aidait à décorer des biscuits pendant que Béatrice faisait une soupe de légumes qui parfumait toute la maison. Alexandre mit une musique douce et pour la première fois depuis des années, sa maison semblait vraiment vivante. Quand la nuit tomba et que la neige continuait de tomber dehors, ils s'installèrent tous les trois dans le salon autour de la cheminée. Marine finit par s'endormir sur le canapé, recouverte d'une couverture douce. Béatrice l'aborda mieux, lui embrassa le front et revint s'asseoir à côté d'Alexandre. Pendant un long moment, ils se contentèrent d'observer les flammes danser, un silence confortable entre eux. « Béatrice, je dois vous dire quelque chose. » Alexandre rompit finalement le silence, sa voix basse pour ne pas réveiller Marine. Elle se tourna vers lui, sentant son cœur s'accélérer. « Dites-moi, ces dernières semaines, quelque chose a changé pour moi. » Il ne la regardait pas directement, gardant les yeux sur le feu. « Pendant 3 ans, j'ai simplement existé. Je ne vivais pas. Je ne ressentais rien. J'étais coincé dans un endroit entre le passé et le néant. Et puis une lettre est arrivée, écrite par une fillette qui croit encore au miracle, et tout a commencé à changer. » Béatrice attendit, osant à peine respirer. « Mais ce n'était pas seulement la lettre, » continua Alexandre. « C'était vous, la façon dont vous vous battez pour votre fille. Comment vous affrontez les difficultés sans perdre votre essence. Comment vous rêvez même quand tout semble impossible. Et comment vous avez apporté de la lumière dans cette maison, dans ma vie, sans même essayer. » Il la regarda enfin. « Je sais qu'il est très tôt. Je sais que vous ne ressentez peut-être pas la même chose. Mais je ne peux plus prétendre que ce n'est que de la gratitude ou de l'amitié que je ressens. » Béatrice sentit les larmes monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Alexandre, je ressens quelque chose aussi. J'ai peur de le ressentir, parce que j'ai appris à ne pas faire confiance facilement. Mais quand je vous... Regarde, je vois quelqu'un de sincère, quelqu'un qui comprend la douleur mais aussi la capacité de recommencer, et ça m'effraie et me réconforte en même temps. Pouvons-nous y aller doucement ?» demanda-t-il, tendant la main pour toucher légèrement son visage. Sans pression, sans attente. Juste voir où cela nous mène. Béatrice couvrit sa main de la sienne. « Nous pouvons. Mais j'ai besoin que vous sachiez une chose. Marine est ma priorité. Elle le sera toujours. Et je n'attendrai rien de moins, » sourit doucement Alexandre. « En fait, c'est l'une des choses que j'admire le plus chez vous. » Ils restèrent là, les mains entrelacées, regardant le feu tandis que la neige tombait dehors. Ils ne s'embrassèrent pas, ne firent pas de grandes déclarations. Mais dans ce silence partagé, une promesse fut faite. La promesse d'essayer, d'ouvrir à nouveau son cœur, de construire quelque chose de nouveau sur les fondations de ce qui avait été perdu. Les jours suivants, cependant, un obstacle surgit. Béatrice commença à recevoir des appels et des visites de connaissances de la ville. La nouvelle qu'elle vivait sur la propriété d'Alexandre Delacroix et qu'il investissait dans une entreprise pour elle s'était répandue. Et avec la nouvelle vinrent les spéculations et les jugements. Une des employées de la boulangerie où Béatrice travaillait la contacta avec une inquiétude feinte. « Béa, tout le monde en parle. Ils disent que tu as profité de lui, que tu as utilisé ta fille pour obtenir de l'argent. Tu dois faire attention. Ces choses peuvent mal tourner. » Une autre connaissance fut plus directe. « Les hommes riches ne font rien gratuitement, Béatrice. Il te le fera payer d'une manière ou d'une autre. Et quand il le fera, il sera peut-être trop tard pour que tu t'en sortes. » Ces paroles semèrent le doute dans l'esprit de Béatrice. Non pas parce qu'elle croyait qu'Alexandre avait de mauvaises intentions, mais parce qu'elles réveillèrent ses propres insécurités. Elle commença à se remettre en question. Et si les gens avaient raison? Et si elle était naïve? Et si elle mettait Marine en danger en faisant autant confiance à quelqu'un qu'elle connaissait à peine? Alexandre perçut le changement. Béatrice devint plus distante, plus formelle. Elle accomplissait toujours ses tâches dans la maison, mais évitait les longues conversations, n'acceptait plus ses invitations à dîner et retournait à la maison d'amis dès qu'elle avait terminé son travail. Marine le remarqua aussi et demandait constamment pourquoi Alexandre ne dînait plus avec elle. Il essaya de lui parler plusieurs fois, mais Béatrice avait toujours une excuse, jusqu'à ce que, 5 jours avant Noël, il décide qu'il devait faire quelque chose de radical.
quelque chose qui lui montrerait qui il était vraiment, sans masque ni barrière. Ce matin-là, il frappa à la porte de la maison d'amis plus tôt que d'habitude. Béatrice ouvrit, surprise, encore en peignoir. « Alexandre, il s'est passé quelque chose ?»« J'ai besoin que vous veniez avec moi, » dit-il, la voix ferme mais douce, s'il vous plaît. C'est important. Béatrice hésita, mais quelque chose dans son regard la convainquit. « Je vais m'habiller rapidement. » Ils laissèrent Marine avec Sylvie, qui était arrivée tôt exprès pour cela, et Alexandre conduisit en silence pendant environ une demi-heure. Béatrice ne demanda pas où ils allaient, se contentant d'observer le paysage enneigé défiler par la fenêtre. Finalement, ils arrivèrent à un petit cimetière sur les collines, entouré de pins couverts de neige. Alexandre se gara et se tourna vers elle. « Je n'ai jamais amené personne ici, ni Sylvie, ni des amis, personne. Mais j'ai besoin que... Vous voyez, j'ai besoin que vous compreniez. » Ils marchèrent entre les pierres tombales jusqu'à en atteindre une bien entretenue, avec des fleurs fraîches dans un vase. Le nom gravé était Julie Mendès de la Croix. Alexandre s'agenouilla devant elle, et Béatrice se tint à ses côtés, respectant le moment. « Salut, mon amour, » dit doucement Alexandre, comme si Julie pouvait l'entendre. « J'ai amené quelqu'un pour que tu la rencontres. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je pense que tu l'aimerais. Elle est forte comme tu l'étais, une battante, et elle a une fille incroyable. » Il fit une pause, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai essayé de tenir ma promesse, Julie. J'ai essayé de vivre, mais je n'y arrivais pas, jusqu'à ce que je reçoive une lettre d'une fillette qui croit encore au miracle, et cette lettre m'a conduit à Béatrice. » Il se releva, regardant toujours la pierre tombale. « Je t'ai aimé de tout mon être, et une partie de moi t'aimera toujours. Mais je ne peux plus vivre dans le passé. Je ne peux plus t'utiliser comme excuse pour ne pas essayer à nouveau. » Il regarda enfin Béatrice, des larmes coulant sur son visage. « Et je pense que tu veux que je sois heureux, que je retrouve l'amour, que je vive la vie que tu ne peux plus vivre. » Béatrice sentit ses propres larmes couler. Alexandre s'approcha d'elle, lui prenant les mains. « Je vous ai amené ici parce que j'ai besoin que vous compreniez. Je ne remplace pas Julie. Je ne vous utilise pas pour combler un vide. Je choisis de recommencer. Je vous choisis, vous. Pas par gratitude, pas par pitié, pas par solitude, mais parce que quand je vous regarde, je vois un avenir. Je vois une possibilité, je vois de l'amour. » Il prit une profonde inspiration. « Et si vous ne ressentez pas la même chose, ce n'est pas grave. Nous resterons amis, vous aurez votre boulangerie, et nous continuerons nos vies. Mais si vous le ressentez, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce que je ressens, alors je vous le demande. Ne laissez pas la peur ou les voix des autres détruire cela avant même que nous ayons la chance de découvrir ce que ça peut devenir. » Béatrice le regarda, puis la pierre tombale de Julie, et de nouveau lui. Elle essuya ses larmes et fit un pas en avant. « Je le ressens, Alexandre. J'ai peur, oui, peur d'être blessé, que Marine soit blessée, mais je ressens aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir, de la joie, le sentiment que peut-être, juste peut-être, je mérite aussi d'être heureuse. » Elle toucha doucement son visage. « Merci de m'avoir amené ici, de m'avoir montré qui vous êtes vraiment, de m'avoir fait assez confiance pour me laisser entrer dans la partie la plus douloureuse de votre cœur. » Et alors, là, dans le cimetière couvert de neige, sous le regard silencieux de Julie, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce fut un baiser doux, chargé de promesses et de possibilités. Un baiser qui n'effaçait pas le passé, mais ouvrait les portes de l'avenir. Le retour du cimetière fut différent de l'aller. Le silence dans la voiture n'était plus chargé de tension ou de doute, mais d'une paix sereine et partagée. Béatrice regardait par la fenêtre, observant le paysage enneigé, et sentait parfois le regard d'Alexandre sur elle. Quand leurs yeux se croisaient, ils souriaient tous les deux, un petit sourire intime qui en disait plus que 1000 mots. En arrivant à la propriété, ils trouvèrent Marine et Sylvie en train de faire des biscuits dans la cuisine de la maison principale. La fillette courut dans les bras de sa mère dès qu'elle la vit, puis se tourna vers Alexandre avec cette spontanéité que seuls les enfants possèdent. « Vous êtes différent, » annonça-t-elle en penchant la tête sur le côté. « Vous brillez. » Sylvie rit, s'essuyant les mains sur son tablier. « Cette petite ne rate rien. »
Alexandre s'accroupit à la hauteur de Marine. « Tu sais pourquoi, ma puce? Parce qu'aujourd'hui était un jour très spécial, et j'ai quelque chose d'important à te demander. » Marine écarquilla les yeux, curieuse. « Quoi ?» Il regarda Béatrice demandant une permission silencieuse. Elle acquiesça, les yeux déjà humides. Alexandre se tourna de nouveau vers Marine et prit ses petites mains. « Marine, tu m'as réappris à croire aux bonnes choses. Toi et ta mère avez apporté de la lumière dans ma maison et dans mon cœur, et j'aimerais beaucoup faire partie de votre famille, pour de vrai, comme un papa pour toi et un compagnon pour ta mère, mais seulement si tu le veux, parce que ton avis est le plus important de tous. » Marine resta silencieuse un moment qui parut une éternité, puis son petit visage s'illumina du plus grand sourire qu'Alexandre ait jamais vu. « Tu veux être mon papa? Mon papa pour de vrai? » « Si tu me le permets, oui, confirma-t-il, la voix étranglée par l'émotion. La fillette se jeta dans ses bras, le serrant fort. « J'ai toujours voulu avoir un papa, et tu es le meilleur Père Noël du monde entier. » Même Sylvie dut s'essuyer les yeux. Béatrice s'approcha, posant la main sur l'épaule d'Alexandre alors qu'il tenait toujours Marine. À cet instant, ils formaient un cercle complet, une famille que le destin avait unie de manière improbable mais parfaite. Les jours qui suivirent furent une préparation intense. Noël approchait et avec lui, une décision qu'Alexandre avait prise. Il ne voulait pas attendre. Il ne voulait plus laisser passer de temps sans officialiser ce que son cœur savait déjà être vrai. Il voulait que Béatrice soit sa femme. Il voulait que Marine soit légalement sa fille. Il voulait se réveiller chaque jour en sachant que ces deux âmes appartenaient à sa vie autant qu'il appartenait à la leur. La veille de Noël, pendant que Béatrice et Marine étaient en ville pour acheter les ingrédients du réveillon, Alexandre convoqua Sylvie pour une conversation importante. « Je veux l'épouser, dit-il sans détour. Je veux le faire à Noël, ici, sur la propriété. Simple, mais significatif. Pensez-vous que je puisse tout organiser en une journée ?» Sylvie le regarda, les yeux brillants. « Vous êtes sérieux ?»« Complètement, répondit Alexandre. « J'ai déjà gaspillé 3 ans de ma vie, Sylvie. Je ne gaspillerai pas un seul jour de plus. Béatrice est la personne avec qui je veux vieillir. Marine est la fille que mon cœur a toujours voulu, et il n'y a pas de meilleur moment que Noël pour commencer officiellement ce voyage. » Sylvie se leva et serra son patron dans ses bras, chose qu'elle faisait rarement. « Alors, faisons en sorte que ça arrive. Donnez-moi quelques heures et une liste de ce que vous voulez. » Alexandre passa tout l'après-midi à passer des appels, à organiser des détails, à préparer des surprises. Il contacta un juge de paix ami qui accepta de célébrer la cérémonie. Il engagea un petit groupe de musiciens locaux. Il demanda aux fleuristes de la ville de préparer des arrangements simples mais élégants. Et le plus important, il se rendit dans une bijouterie du centre de Mout et choisit 2 anneaux, une bague de fiançailles pour Béatrice, délicate et intemporelle, et une alliance qui s'accordait avec la sienne. Quand Béatrice et Marine revinrent, il les accueillit à la porte avec un sourire mystérieux. « Qu'est-ce que tu manigances ?» demanda Béatrice, méfiante mais amusée. « Tu le découvriras demain, dit-il en lui embrassant le front. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Cette nuit-là, après que Marine se fut endormie, Alexandre et Béatrice s'assirent sur la véranda de la maison principale, couverts de plaid, observant la neige tomber doucement. Le ciel était clair et les étoiles brillaient avec une intensité que l'on ne voit que les nuits froides d'hiver. « Béatrice, je sais que notre relation est nouvelle, » commença Alexandre en lui tenant la main. « Je sais qu'à peine un mois s'est écoulé depuis notre rencontre, et dans des circonstances normales, ce serait de la folie. Mais il n'y a rien de normal dans ce que nous ressentons. Il n'y a rien de commun dans ce que nous avons construit. » Béatrice le regarda, le cœur battant la chamade. « Où veux-tu en venir ?»« Je veux en venir à l'avenir, » dit Alexandre en se levant et en s'agenouillant devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Au reste de notre vie. » Il ouvrit la boîte, révélant la bague qui brillait sous la douce lumière de la véranda. « Béatrice, veux-tu m'épouser ?» Béatrice porta la main à sa bouche, les larmes coulant librement. « Alexandre, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » sourit-il à travers ses propres larmes. « Dis que tu veux construire une vie avec moi, que tu veux que Marine ait un père, que tu veux te réveiller chaque jour en sachant que tu es chez toi, que tu es en sécurité, que tu es aimé. »« Oui. » Le mot sortit d'abord comme un murmure, puis plus fort. « Oui, j'accepte. 1000 fois oui. » Alexandre lui passa la bague au doigt,
puis l'attira dans un baiser profond et passionné. Quand ils se séparèrent, il avait une autre révélation. « Et il y a autre chose, dit-il, incapable de contenir son excitation. J'ai fixé le mariage pour demain, ici, à Noël. Je sais que c'est précipité, mais je ne peux pas attendre. Je ne veux pas commencer la nouvelle année en faisant des promesses. Je veux commencer en les vivant déjà. » Béatrice rit à travers ses larmes. « Tu es fou, complètement fou. Fou de toi, acquiesça-t-il. Alors qu'en dis-tu? Tu m'épouses demain ?» Elle l'embrassa à nouveau, et ce baiser fut toute la réponse dont il avait besoin. Le jour de Noël se leva sur un ciel bleu cristallin et un soleil se reflétant sur la neige d'une manière qui transformait tout en diamant. Sylvie arriva tôt, apportant une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée pour Béatrice et une adorable robe blanche pour Marine. Il y avait aussi un costume neuf pour Alexandre. Quand Marine se réveilla et découvrit ce qui allait se passer ce jour-là, elle poussa un cri de joie si fort qu'il résonna dans toute la propriété. « Maman va être une princesse aujourd'hui, et je vais être la demoiselle d'honneur. » La cérémonie fut installée dans le jardin devant la maison principale. Même avec si peu de temps de préparation, Sylvie avait réussi à créer quelque chose de magique. Il y avait une arche décorée de branches de houx et de rubans rouges. Des chaises blanches étaient disposées en demi-cercle, et bien qu'elles fussent peu nombreuses, chacune était occupée par quelqu'un de spécial. Sylvie, bien sûr. Quelques employés proches de l'entreprise, la voisine qui s'occupait de Marine, et, à la surprise de Béatrice, 2 de ses sœurs qu'Alexandre avait secrètement invitées et qui avaient fait le long voyage depuis la Normandie pendant la nuit. Quand Béatrice apparut à la porte de la maison, le monde d'Alexandre s'arrêta. Elle était magnifique dans sa simple robe de dentelle blanche, les cheveux lâchés en ondulations naturelles, un petit bouquet de fleurs sauvages dans les mains. Mais ce qui l'impressionnait n'était pas seulement la beauté extérieure, c'était la lumière dans ses yeux, la certitude dans ses pas, le bonheur sincère qui irradiait de chaque pore de sa peau. Marine marchait devant, jetant des pétales de roses blanches qui avaient été soigneusement conservés dans une serre. Elle prenait sa mission très au sérieux, s'assurant que chaque pétale tombait au bon endroit. Arrivée à Alexandre, elle s'arrêta et murmura assez fort pour que tout le monde entende « Prends bien soin de ma maman, d'accord? Elle est très spéciale. »« Je prendrai soin d'elle tous les jours de ma vie, » promit solennellement Alexandre. « Et de toi aussi, ma puce. » La cérémonie fut courte, mais profondément significative. Le juge parla de l'amour qui surmonte les adversités, des familles qui se forment non seulement par le sang, mais par le choix, des nouveaux départs qui honorent le passé tout en embrassant l'avenir. Au moment des vœux, Alexandre prit les mains de Béatrice et parla d'une voix ferme. « Béatrice, il y a 1 mois, j'étais perdu. Je vivais, mais je ne ressentais rien. J'existais, mais je n'avais pas de but. Puis, une lettre m'est parvenue. Une lettre écrite par une fillette qui croit encore au miracle. Et cette lettre m'a mené à toi. Tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible d'aimer à nouveau sans trahir ce qui a été, qu'il est possible de construire une nouvelle maison sur les fondations de ce que nous avons appris de la douleur. » Il ravala le nœud dans sa gorge. « Je te promets d'être ton partenaire, ton ami, ton havre de paix. Je promets d'être le père que Marine mérite. Et je promets de me réveiller chaque jour avec gratitude de t'avoir dans ma vie. » Béatrice dut essuyer ses larmes avant de pouvoir parler. « Alexandre, j'ai passé des années à me battre seul, croyant que c'était mon destin, que je ne méritais pas de me reposer, d'être prise en charge, d'être aimée. Tu m'as montré que j'avais tort. Tu m'as montré que la force ne signifie pas tout faire seul, qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, et que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, si nous avons le courage d'ouvrir notre cœur. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je te promets d'être ta compagne dans tous les moments. Je promets d'honorer la mémoire de Julie, qui a été importante pour toi. Et je promets de construire avec toi une famille basée sur l'amour, le respect et la joie. » Quand le juge les déclara mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut interrompu par Marine, qui se jeta entre eux, forçant une étreinte collective qui fit rire tous les invités. La célébration qui suivit fut intime et chaleureuse. Ils mangèrent la délicieuse nourriture que Béatrice avait préparée, écoutèrent de la musique, dansèrent dans la neige. Alexandre ouvrit une bouteille de son meilleur vin, et tous portèrent un toast à l'amour, à la famille et au nouveau départ.
Quand la nuit tomba et que les invités furent partis, ils se retrouvèrent tous, les trois seuls dans le salon devant la cheminée. Marine, épuisée par tant d'émotions, dormait sur le canapé. Alexandre et Béatrice étaient assis par terre, appuyés l'un contre l'autre, observant les flammes. « Regarde ça », dit Béatrice en montrant quelque chose sur le mur. Alexandre avait encadré la lettre originale de Marine et l'avait accrochée à côté de la cheminée. À côté, il y avait une photo de Julie, souriante et radieuse. « Elle fait partie de cette histoire », expliqua Alexandre. « Sans elle, sans l'amour que nous avons vécu, je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Et je pense qu'elle est heureuse, où qu'elle soit, de savoir que je t'ai trouvé. » Marine bougea sur le canapé et ouvrit lentement les yeux. En les voyant tous les deux, elle sourit d'un air endormi et se traîna jusqu'à eux, se blottissant entre Alexandre et Béatrice. « Le meilleur Noël de ma vie », murmura-t-elle avant de se rendormir. Alexandre lui embrassa le sommet de la tête, puis regarda Béatrice. « Le mien aussi. » Les jours suivants, la vie trouva un nouveau rythme. Alexandre entama les procédures légales pour adopter officiellement Marine. La boulangerie était presque prête à ouvrir, avec une inauguration prévue pour fin janvier. Et la maison qui était autrefois froide et vide était maintenant pleine de vie. Un après-midi, déjà en janvier, Alexandre rentra du travail et trouva Marine dans le jardin, en train de faire un bonhomme de neige. Elle le vit et courut vers lui. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» cria-t-elle, et le mot « papa » sonna comme une musique à ses oreilles. « Il est magnifique, ma chérie. » Il la souleva dans ses bras. « Où est maman ?»« À l'intérieur, elle fait ce gâteau au chocolat que tu adores. » Ils entrèrent, ensemble, et Alexandre trouva Béatrice dans la cuisine, les mains couvertes de farine, fredonnant doucement. Elle les regarda et sourit. « Tu es rentré tôt aujourd'hui. Je ne pouvais pas rester loin. » Il l'embrassa, posant Marine par terre. « Cette maison m'appelle. » Béatrice toucha son visage avec tendresse. « C'est ta maison, Alexandre. Notre maison. » Cette nuit-là, après que Marine se fut endormie, Béatrice donna quelque chose à Alexandre. C'était une nouvelle lettre, écrite avec l'écriture plus assurée de Marine, mais toujours avec cette touche enfantine qui faisait fondre le cœur. Il l'ouvrit et lut à voix haute. « Cher Père Noël du bureau du coin, tu n'as pas apporté de jouets. Tu as apporté quelque chose de bien mieux. Tu as apporté un vrai foyer. Tu as apporté un papa pour moi et de l'amour pour maman. Tu as apporté des rires, de la chaleur et le sentiment d'être en sécurité. Tu n'es pas seulement le Père Noël, tu es mon père, et je t'aime très fort. Merci d'avoir écouté ma demande. Ta fille, Marine. » Alexandre ne put retenir ses larmes. Béatrice le serra dans ses bras, et ils restèrent là, unis, tandis que dehors la neige continuait, de tomber recouvrant Mout de son manteau blanc. La boulangerie de Béatrice ouvrit en février et devint rapidement le cœur du quartier. Exactement comme elle en avait rêvé, c'était plus qu'un commerce. C'était un lieu où les gens se rassemblaient, partagèrent des histoires, créaient des souvenirs. L'auvent jaune devint un symbole d'espoir et de nouveaux départs dans la ville. Marine grandit, aimée de 2 parents, portant en elle la certitude que les miracles existent quand on a le courage d'y croire. Alexandre recommença à vivre pleinement, honorant la mémoire de Julie tout en construisant un avenir avec Béatrice. Et Béatrice, qui pendant tant d'années avait porté seule le poids du monde, apprit enfin que partager le fardeau ne la rendait pas faible. Cela rendait la vie plus légère, plus douce, plus complète. Des années plus tard, alors que Marine était déjà adolescente, elle retrouva la lettre originale encadrée dans le salon. Elle lut les mots qu'elle avait écrits à seulement 6 ans et sourit. Parfois, pensa-t-elle, les demandes les plus pures arrivent vraiment aux bons endroits. Et quand elles y arrivent, elles ne transforment pas seulement des vies. Elles transforment des destins entiers. Car c'est ce qui s'était passé ce Noël-là à Mout. Une simple lettre, écrite avec un crayon rouge et un espoir sincère, avait uni 3 âmes solitaires et créé une famille dont aucun d'eux ne savait avoir besoin, mais que tous méritaient. Une famille construite non par le sang, mais par le choix, par l'amour, par le courage de croire que, même dans les hivers les plus froids, le printemps trouve toujours son chemin. Et dans cette maison sur les collines, où la neige tombe généreusement et où le vin vieillit dans des fûts de chêne, l'amour aussi vieillit. Non pas en perdant sa force, mais en gagnant en profondeur,
en devenant plus riche, plus complexe, plus complet à chaque année qui passe, car c'est la vérité sur les fins heureuses. Ce ne sont pas des points finaux, ce sont simplement le début d'une histoire qui continue de s'écrire jour après jour, avec chaque geste de tendresse, chaque rire partagé, chaque difficulté surmontée ensemble. Et cette histoire, initiée par une lettre et un cœur prêt à croire au miracle, continuerait de s'écrire pour tous les jours à venir. Dehors la neige tombe, dedans l'amour réchauffe. Et quelque part entre le ciel et la terre, Julie sourit, sachant que sa dernière volonté a été exaucée. Alexandre a recommencé à vivre, et il l'a fait d'une manière plus belle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Alexandre, Béatrice et Marine a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de nouveau départ, d'espoir et d'amour véritable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué. Était-ce la rencontre sur le seuil de l'appartement, la visite au cimetière, le mariage sous la neige, ou peut-être cette simple lettre qui a tout commencé? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et captivantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que l'amour trouve toujours son chemin. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui vous émouvra et vous inspirera.